Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 plus grosses capitalisations boursières italiennes. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette liste. Donc je suis allé vous chercher les top 10 en termes de market cap cotés en Italie. On est donc sur plutôt des secteurs d'activité assez traditionnels, de la finance, de l'assurance, de l'énergie, la poste, un peu de textile et on a évidemment Ferrari, on va dire dans l'automobile, mais c'est plutôt du luxe. Je vous ai préparé cette watchlist. Comme d'habitude, l'explication des différentes colonnes. On a le ticker, le symbole de cotation de l'entreprise, son nom, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de valorisation de flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning, price free cash flow, le price earning plutôt pour les sociétés financières, le price free cash flow pour les autres. On est sur aussi une métrique de stock, mais là ça va être plutôt pour pareil les assurances et les banques, rendement des capitaux investis pour les activités plutôt traditionnelles, une mesure de rentabilité, rendement des fonds propres pour les entreprises plutôt financières, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende si un dividende, le rendement de l'actionnaire pour comparer avec le rendement du dividende pour savoir s'il y a la dilution ou les rachats d'actions, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que le payout ratio correspond bien à la même chose en termes de free cash flow. On commence tout de suite cette revue avec Intesa Sanpaolo, la plus grosse banque italienne. On est sur 93 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 10,3%. Il doit y avoir une fusion ou une acquisition sur Intesa parce que le secteur bancaire est très mature, donc il n'y a pas de croissance à ce niveau-là. On n'a pas le price earning, c'est dommage. On peut le calculer de tête, on est sur 9 milliards de bénéfices nets. On est sur une market cap de 92. Bon, on est à peu près à un PE de 10,5, ce qui nous sort de la zone value pour les banques. On aimerait avoir un PE en dessous de 10, c'est pas le cas ici. On n'a pas de décote sur le bilan ni sur les actifs tangibles, en tout cas on n'a pas l'info ici, mais si on a 1,4 en price to book, on doit être proche en termes tangible book value, donc il n'y a pas non plus de marge de sécurité sur les actifs de la banque. On a un rendement des fonds propres qui est bon à 13,4%, un rendement du dividende à 7%, on n'a pas le payout ratio qui s'est chargé, mais les banques en général, bon il faudra voir au cas par cas, mais en général de toute façon elles utilisent une grosse partie de leur free cash flow pour payer du dividende. Il faudrait voir s'il y a des rachats d'actions. Donc Intesa de toute façon je pense qu'elle est un peu trop chère, il n'y a pas de marge de sécurité sur la banque. Unicredit, donc la banque numéro 2, on est sur 90 milliards de dollars US de market cap, une croissance de chiffre d'affaires avec annualisé sur 5 ans de 9,7%, donc c'est pareil, je pense qu'il y a dû avoir une fusion ou une acquisition pour Unicredit. On a un PE de 9,6, donc on est légèrement en dessous de la zone value pour les banques. La zone value tout court, en termes de price earning, pour moi c'est en dessous de 10. Donc pourquoi pas, c'est un peu faible comme marge de sécurité, surtout qu'on n'a pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles. Donc là-dessus, il vaut mieux être à l'écart de Unicredit. Nous on aimerait bien avoir une décote sur actifs tangibles, parce que les bilans des banques sont remplis d'actifs qui sont difficiles à analyser, donc autant prendre une marge de sécurité sur ces actifs. Donc on l'a pas ici. 15,4% de rendement des fonds propres, ça c'est très bon en termes de rendement pour les banques. On est à 5,5%, à 55% de rendement du dividende, ça c'est élevé, avec un rendement de l'actionnaire à 12,7%. Donc en plus il y a des rachats d'actions, un payout ratio de 51%, donc c'est plutôt soutenable comme rémunération d'actionnaire, et c'est vraiment pas mal comme niveau. Donc si vous autorisez à investir dans les banques, Unicredit, pour le dividende, pour le rendement de l'actionnaire, ça peut être intéressant. Maintenant vous n'avez pas de marge de sécurité. Ensuite Enel, on est sur un acteur de l'énergie verticalement intégré, 83 milliards de dollars US de market cap. On est sur zéro croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est très mature comme secteur. Un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA de 7,2, ce qui nous rapproche de la zone value, pour moi c'est en dessous de 7. Le price earning est légèrement au-dessus de notre zone value à 10, donc là c'est un peu cher payé. Pareil en price free cash flow, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. On a un rendement des capitaux investis à 9,4%, donc c'est convenable comme niveau. Il y a un peu de dette sur Enel, 3,2 fois la dette nette sur EBITDA. Pour ce secteur d'activité, c'est plutôt traditionnel, puisque on a une bonne visibilité sur les cash flows, et donc on peut s'endetter à des taux d'intérêt plus intéressants que les autres types d'entreprises, plus classiques, et donc on peut s'autoriser un niveau d'endettement plus élevé. Alors rendement du dividende à 6,8%, ce qui est plutôt élevé, mais il y a un peu de dilution sur les actions du groupe, puisqu'on a à 6% en rendement d'actionnaire, donc un peu dommage. On a des free cash flow bien plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio est supérieur à 100%, donc on est sur un niveau de rémunération d'actionnaire qui n'est pas soutenable
si ce niveau de free cash flow dure sur le long terme. Donc à vérifier si on a des free cash flow sur le long terme qui sont bien équivalents au bénéfice net, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc plutôt à l'écart de Enel. Ensuite, Ferrari, on n'est pas sur l'automobile, on est sur du luxe. On est à 77 milliards de $ US de market cap, 12,13% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est très bon. Une valeur d'entreprise sur EBITDA qui correspond à la qualité du dossier, 34 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est élevé, un price earning de 50, c'est élevé, price to free cash flow de 52, c'est hyper élevé, donc il n'y a pas du tout de décote. Rendement des capitaux investis, 22%, évidemment c'est un dossier de très bonne qualité, on n'a quasiment pas de dette, c'est normal, on est très rentable. 0,7 fois la dette nette sur EBITDA, un rendement du dividende à 0,74%, bon au moins le dividende a le mérite d'exister. On a un rendement de l'actionnaire à 1,4%, donc en plus il y a des rachats d'actions. Est-ce que c'est pertinent de faire des rachats d'actions à ce niveau de valorisation? Je ne le pense pas, mais c'est ce que fait le management en tout cas. Un free cash flow à peu près équivalent au bénéfice net, avec un payout ratio à 29%. Donc on a largement de quoi augmenter ce dividende. Mais on doit utiliser une bonne partie des cash flows aussi pour financer l'activité. Bon, Ferrari, c'est si vous faites de la croissance, et si vous avez un bon modèle de prévision de la croissance, vous pouvez vous y intéresser. Mais si vous vous trompez dans vos prévisions de croissance, ça peut faire très mal avec un multiple qui descend très rapidement. Donc pour moi, Ferrari, plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Generali, donc dans l'assurance. C'est pas du tout un secteur que j'affectionne et que je sais bien analyser. On est sur 54 milliards de $ US de market cap. Décroissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, à voir ce que ça cache pour une assurance. Est-ce qu'ils ont perdu est-ce qu'ils ont fait des investissements? Je pense qu'ils ont aussi cédé des activités ou un portefeuille de police d'assurance, donc ça c'est à vérifier. On est sur des multiples relativement élevés, on est sur un price earning de 14 pour une banque, nous, pour une assurance, on veut être en dessous de 10, absolument pour avoir une marge de sécurité, et on veut également avoir un prix sur actif tangible en dessous de 1 pour avoir une marge de sécurité additionnelle. C'est pas le cas ici. Le rendement des fonds propres, il est correct à 13%, enfin il est plutôt bon même à 13%. Il y a un rendement du dividende aussi intéressant, 4,4%, avec un rendement de l'actionnaire à 5,3%, donc il y a des rachats d'actions sur Generali. Ouais, on a un payout ratio de 53,3%, donc ce niveau de rémunération est soutenable. Bon, moi je suis à l'écart de tout ce qui est assurance et banque, et même si je n'étais pas à l'écart, les multiples sont pas si intéressants que ça pour Generali. Eni, on est sur un producteur de pétrole plutôt, pétrole et gaz, donc verticalement intégré également. On a 46 milliards de $ US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5,2%, donc c'est plutôt une croissance moyenne, mais elle a le mérite d'exister. On est dans la zone value pour le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA à 3,9, un price earning pas du tout, on est à 19, un price sur cash flow à 8,6. Donc où est la réalité ici? Et en fait, pour les pétroliers, il vaut mieux regarder le price to free cash flow ou la valeur d'entreprise sur EBITDA, parce que en fait, on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, comme on le voit ici, et ça, et ce régulièrement, puisqu'on est plutôt sur un secteur d'activité qui est mature et qui génère beaucoup de cash et qui en rend à l'actionnaire. Donc moi, je pense que le multiple de price earning, il est pas pertinent ici. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 3,9, ce qui est quand même très bas. On a en plus une décote sur les actifs tangibles de 10%, ce qui rapporte une marge de sécurité supplémentaire pour Eni. On a un rendement des capitaux investis qui est faible, cela dit, on est à 5,11. Ça montre que le dossier est un peu moins qualitatif que un Total Energy, par exemple, qui a un rendement des capitaux investis à 8,5, quelque chose comme ça. Donc, Eni, ça, c'est pas très qualitatif non plus. On a une dette nette sur EBITDA de 1,5 fois, donc on est un peu endetté sur le dossier, mais rien de très lourd. Rendement du dividende à 6,6%, un rendement d'actionnaire à 12%. Donc ça, il y a des rachats d'actions. Le payout ratio est supérieur à 100%, mais les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets et ils représentent même le double. Donc en fait le payout ratio il est à 60% et c'est tout à fait soutenable cette rémunération de l'actionnaire à ce niveau-là. Donc Eni c'est pas mal, mais si vous avez le choix, prenez Total, je pense que c'est plus pertinent, c'est aussi peu cher avec une meilleure qualité. Leonardo, le spécialiste de la défense italienne, on est à 28 milliards de $ US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5,2 et des multiples qui sont partis au plafond. On a 14,7 en valeur d'entreprise, sur EBITDA, 25 en PER, 42 en free cash flow, en price free cash flow. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la croissance va exploser sur Leonardo grâce au plan de réarmement en cours en Europe. Donc, en fait, ces multiples-là, ils sont dans un an, ils seront à la moitié de ça. On sera à 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, on sera à 20 en price earning, pas à la moitié, mais j'exagère. Mais bon, on serait de multiples plus bas. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un modèle de prévision des résultats. Et ça, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je ne fais pas de croissance. Donc, voilà.
si vous voulez prédire la croissance de Leonardo, et si vous savez le faire, ça peut être intéressant de s'intéresser, d'investir dans cette entreprise, potentiellement. On est sur un rendement des capitaux investis à 7,5, une dette nette sur EBITDA à 0,8, donc il n'y a pas beaucoup de dettes, un dividende avec un rendement de 1,15%, mais le rendement de l'actionnaire est à 0,6, donc il y a de la dilution, et ça c'est dommage. On a un payout ratio à 15%, donc la rémunération de l'actionnaire pourrait augmenter bien plus que ça. On est très soutenable à ce niveau-là en tout cas, mais attention, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plutôt à 30%, ce qui reste soutenable sur le long terme. Moi, Leonardo, j'en suis plutôt à l'écart. Poste italienne, je pense, en italien, on est sur une assurance en fait. Alors est-ce que c'est la poste italienne ou est-ce que c'est une activité d'assurance? À clarifier. On est sur 23 milliards de dollars US de market cap, une décroissance. Donc là, à mon avis, il y a dû avoir une cession d'activité également, pour que ça soit aussi fort. Donc à vérifier. On est sur des multiples très élevés, 22 en valeur entreprise sur EBITDA, 11,3 en price earning. Donc si ça s'évalue comme une assurance, on va plutôt prendre le price earning, mais il est au-dessus de notre zone value à 11,3. Le price to tangible book value est également au-dessus de notre zone value à 1, donc il n'y a pas de décote, il n'y a pas de marge de sécurité sur ce dossier. Le rendement des fonds propres est à 18,2%, ce qui est excellent, très bon. Oui, je pense que c'est une assurance, parce que c'est pour ça qu'ils nous mettent un ratio dette net sur EBITDA à ce niveau-là. C'est parce que du coup, les outils comme Coifin ne sont pas adaptés pour analyser l'assurance. On est sur un rendement de vue dividende à 6,5%. Il n'y a pas le payout ratio qui est calculé. C'est dommage. Bon, à voir. Mais moi, je suis plutôt à l'écart des assurances. Donc, et là, il n'y a pas de décote significative sur Poste Italiane. Donc, je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart. Prada. J'avais du mal à trouver le ticker parce qu'en fait, c'est coté en Italie, mais c'est hongkongais de mémoire maintenant. Il y a pas de... Bon, bref. On est sur un opérateur du textile, on est sur 18 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires assez soutenue, en rythme annualisé sur 5 ans, de 11%, donc ça c'est élevé. On est sur un type de valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,8, qui est un peu, qui commence à être un peu élevé, au-dessus de 10 pour moi, on va commencer à être un peu cher, pour une entreprise dans un secteur qui est pas en forte croissance. D'ailleurs, il faut voir si cette croissance-là, c'est de l'organique ou de la croissance externe, à mon avis, il doit y avoir la croissance externe. Un price earning de 21, un price to cash flow de 14,7. À mon avis, il vaut mieux utiliser le price to free cash flow, parce qu'on est sur une société plutôt mature, sur un secteur d'activité en tout cas plutôt mature, qui dégage des free cash flow. On a un rendement d'actionnaire, un rendement des capitaux investis à 12,5, c'est très beau, c'est très bon comme niveau, avec un peu de dette, mais moins d'une fois la dette nette sur EBITDA, donc pas de risque sur le bilan. Un rendement du dividende à 2,07, un rendement actionnaire à 2%, donc il doit y avoir un peu de dilution, mais pas beaucoup. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est plus bas que ce qui est indiqué ici, donc oui, je pense qu'il vaut mieux utiliser le price to free cash flow pour valoriser cette entreprise. Maintenant 14,7, bon, c'est pas si donné que ça, mais la qualité est quand même là, donc ça peut être plutôt un dossier croissance à prix raisonnable. Terna, on est sur un opérateur du transport d'énergie, ça serait l'équivalent de RTE en France. On est sur 18 milliards de dollars US de market cap, 9,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, c'est un secteur très mature, donc à mon avis, ça c'est pas de la croissance organique, il doit y avoir de la croissance externe. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11,3. On n'a pas les multiples de price earning, dommage, on peut le calculer rapidement. Si on a 1 milliard de bénéfices nets et 18 milliards de market cap, on est sur un price earning de 18, voilà. On est un peu cher payé, on n'est pas dans la zone value. On a vraiment des capitaux investis à 6%, c'est plutôt moyennement, un peu médiocre comme rentabilité. Il n'y a pas de dette nette au bilan, un rendement du dividende à 4,8% et un rendement de l'actionnaire à 4%, donc il y a de la dilution sur le dossier. Les free cash flow sont négatifs, donc il faudrait voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une dépense en capital ponctuelle ou est-ce que c'est structurel? Et du coup, le payout ratio est au-delà de 100%. On s'est même endetté pour verser le dividende. Allez, c'est fini pour cette revue. Qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? Alors moi, je n'investis pas dans les banques ni dans les assurances. Si vous investissez dans ce secteur, Unicredit a l'air intéressant. Autrement, si vous faites de la value, Eni pourrait être intéressant. Et si vous faites de la croissance sans avoir froid aux yeux, vous pouvez prendre Ferrari. J'espère que cette revue du top 10 italien vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.